Alors, on le sait, Serge Fiori aura droit, on l'a appris vendredi, à un hommage national. Certains disent des funérailles nationales, mais ce n'est plus exactement comme ça qu'on appelle les choses, là. Lui, ce sera un hommage un peu plus, enfin, en dehors de l'Église. Victor Lévy-Beaulieu, qui était décédé quelques jours auparavant, moins d'un mois auparavant, grand écrivain québécois, n'avait pas eu droit à un tel hommage. Et là, on spéculait. Est-ce que c'était parce qu'il était indépendantiste? Je rappelle quand même que Serge Fiori l'était un petit peu lui aussi. Est-ce que c'était parce que Victor Lévy-Beaulieu avait déjà critiqué le gouvernement? Bon, il n'avait pas vraiment critiqué la CAQ, à ce que je sache. Patrick Moreau, qui est un professeur de littérature, il a une autre explication. Il a écrit un texte dans Le Devoir, le titre très intriguant, M. Moreau, « Trois chanteurs, un écrivain et ce que nous dit l'effet Crémazie ». C'est sûr qu'il va falloir que vous nous expliquiez ce que c'est que l'effet Crémazie. Mais selon vous, quand vient le temps de rendre hommage à quelqu'un, à un grand de l'histoire du Québec, c'est un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit d'un écrivain. Est-ce que c'est bien ça? Oui, enfin l'idée, et il y a plusieurs idées là-dedans, mais la première, c'est que les écrivains sont souvent moins connus du grand public que les chanteurs ou les acteurs ou les sportifs de haut niveau. Donc, en fait, le choix est souvent dicté un peu par l'opinion publique, par la médiatisation. Et bon, vous serez d'accord avec moi pour dire que les écrivains ne sont pas particulièrement présents sur nos écrans de télévision, entre autres. Donc, la popularité est probablement le premier critère. En tout cas, si on observe les dernières obsèques nationales ou hommages nationaux, c'est clair que c'est le critère principal. Ouais, après, il y a quand même des écrivains qui ont marqué l'histoire. Puis, bon, on connaît par exemple Dany Laferrière, qui n'est évidemment pas décédé, Michel Tremblay, qui n'est évidemment pas décédé. On peut, sans tomber dans un registre macabre, se demander si eux aussi auront droit à un hommage pareil. Gaston Miron, très connu aussi, a eu droit à... Oui, le seul, donc. Le seul. Alors, l'explication est peut-être ailleurs. Là. C'est peut-être pas juste la popularité. Est-ce qu'on n'a pas un malaise avec les écrivains? Bon, je dirais d'une part qu'ils sont un peu méconnus, c'est l'expression que j'utilise, là, l'effet Crémazie, j'y ferai peut-être allusion tout à l'heure, mais c'est ça que ça veut dire. Mais il y a aussi l'idée que les écrivains sont beaucoup moins consensuels que les chanteurs, les acteurs, les sportifs. Alors évidemment, un sportif, on n'a pas besoin de partager ses idées pour être enthousiasmé par ses exploits, donc c'est très consensuel. Il n'y a pas plus consensuel qu'un grand sportif. Un acteur, en général, c'est un peu la même chose. On va l'applaudir pour son talent, mais on a peu de choses à faire finalement de ce qu'il pense, à moins qu'il s'exprime vraiment très souvent de façon publique. Les chanteurs, c'est un peu la même chose, même si les deux dont on va souligner, dont le gouvernement en fait a souligné le décès, donc je pense à Karl Tremblay et à Serge Fiori, les deux étaient relativement engagés d'un point de vue politique. Oui. Donc c'est clair, c'est pas exactement ça qui coince, c'est plus le fait que c'est pas ce qu'on retient d'eux. Ce qu'on retient d'eux, ce sont des chansons, ce sont des airs, ce sont souvent des refrains que l'on aura plaisir à chantonner en commun. On l'a vu, par exemple, pour l'hommage à Serge Fiori le soir de la fête nationale. Et ça, c'est apolitique, c'est consensuel d'une certaine façon. Non, mais il y a autre chose même aussi, si les personnes ne le sont pas. Parce que vous touchez à un autre point de vue dans ce texte. Vous nous parlez aussi, c'est assez banal, on nous dira, mais c'est simple aussi, c'est que les gens écoutent plus de musique qu'ils ne lisent. Donc, Victor Lévy-Beaulieu, moi, je suis à peu près certain que je pense que l'organisme qui désigne ou non les gens qui reçoivent un hommage, c'est le protocole. Ça s'appelle le protocole. Je suis pas mal certain qu'autour de la table, il y avait des gens qui ne savaient pas c'était qui, là. Ils avaient déjà entendu son nom. Ils savaient qu'il prêtait son nom à une maison d'édition, la maison VLB. Mais on ne l'avait peut-être pas lu, Victor Lévy-Beaulieu. Par contre, on avait écouté l'album Leptade d'Harmonium. On avait écouté Les Cowboys fringants. Exact. Donc, il y a ça aussi. Oui, le rapport à la lecture. Bon, je suis professeur de littérature, je vais pas vous dire le contraire, mais le rapport à la lecture est très différent, effectivement, du rapport à la musique, du rapport à toutes sortes de spectacles. Déjà, on lit individuellement, et comme on le sait, au Québec, on ne lit pas beaucoup. Le nombre de lecteurs est assez réduit, donc forcément, dans le grand public, souvent, les gens ne vont pas connaître ou ne vont pas connaître beaucoup les écrivains. Victor Lévy-Beaulieu, de ce point de vue-là, d'ailleurs, était un peu une exception, parce qu'en fait, ayant travaillé pour la télévision, il avait, je pense, une certaine notoriété, peut-être pas tant auprès des plus jeunes, mais en tout cas auprès des gens de mon âge. Il était connu au moins pour ça, au moins pour son rôle à la télévision. Donc je crois aussi que le dernier obstacle, c'est ce que j'indique dans mon texte, c'est le rapport à la polémique. C'est-à-dire que les écrivains sont souvent beaucoup plus engagés dans des causes que je dirais non consensuelles, plus politiques, plus philosophiques, que les chanteurs, les acteurs, etc. Et donc, forcément, si on s'engage, on déplaît.
Oui, puis si on n'est pas indépendantiste, et qu'on apprend que Serge Fiori l'est, ben on peut écouter une chanson puis se dire au moins il chante bien. Victor Lévy-Beaulieu, il n'en parle pas dans ses chansons. Ouais, mais il n'en parle pas non plus. Ben, c'était subtil, il en parlait à l'occasion. Oui, non. Mais Victor Lévy-Beaulieu, le problème, c'est que si on n'est pas indépendantiste et que là on apprend qu'il l'est, il faut quand même lire un livre pour se faire une autre idée de ce qu'il est. Donc, si on n'est pas vraiment un grand lecteur, on s'en tient à cette idée-là. Donc, ensuite, on est vraiment dans ce que vous appelez l'écrivain qui n'est pas consensuel. Avant que vous nous expliquiez ce que c'est que l'effet Crémazie, il y a autre chose, je pense, qu'il faut noter au sujet de la littérature. Parce que Dany Laferrière, par exemple, qui est encore en vie, à qui je ne souhaite aucun malheur, évidemment, mais comme tous et chacun, la mort l'attend un jour, Dany Laferrière, il a écrit une œuvre qui est peut-être plus comestible, peut-être plus consensuelle, dans le sens de tout le monde peut peut-être y accéder, qu'un Victor Lévy-Beaulieu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un Victor Lévy-Beaulieu, on avait comme le sentiment d'être devant quelque chose qui nous dépassait, donc on était intimidé par son œuvre quand est venu le temps de prendre une décision? C'est un peu le paradoxe. Il y a un aspect monumental dans l'œuvre de Lévy-Beaulieu. C'est une œuvre déjà qui s'étale sur plus d'un demi-siècle, ce qui est assez peu commun quand on y pense au Québec. C'est un écrivain qui a beaucoup écrit, qui a touché à toutes sortes de genres littéraires, qui était vraiment son idole. C'était un peu Victor Hugo, une de ses idoles. Et un peu comme Victor Hugo, c'était un homme écriture. C'est-à-dire qu'il ne faisait que ça, qui a passé toute sa vie uniquement à écrire. C'est pas quelqu'un qui, même s'il a fait de la télévision, etc., apparaissait souvent dans les médias. Il était vraiment à la fin de sa vie, les 30, les 20, 25 dernières années de sa vie, éditeur et en région, au lieu de vivre à Montréal, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'est investi dans une œuvre. C'est un peu d'ailleurs ce que je trouve dommage dans le refus du gouvernement de lui prêter hommage, c'est que ce n'est pas commun, les écrivains de cette carrure-là. Il n'en est pas... Mais il donne le vertige. Peut-être. Avoir le vertige. Justement. Non, vous êtes d'accord? Quand on a le vertige, on a le vertige. On peut essayer de ne plus avoir le vertige, mais c'est plus grand que nous. Ou alors on est sur le bord d'un précipice et ça nous fait peur, l'idée de tomber devant. Donc, ça dit quelque chose sur le Québec. Est-ce qu'on ne devrait pas aimer ce qui nous dépasse? Ben, si ça nous dépasse, on comprend pas ce que c'est. Les grands artistes nous dépassent. Et c'est justement pour ça que ce sont des grands artistes. Alors oui, peut-être que ça fait peur, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à ce moment-là, c'est extrêmement dommage, parce que ça voudrait dire que nous sommes une culture qui a un peu peur de ce qu'elle fait de mieux, et on conviendra que ce serait à ce moment-là très très regrettable et très peu dynamique comme sens de la culture. Fred? On souhaite la mort à personne, comme on disait tantôt, mais vous, Monsieur Moreau, s'il y avait un auteur québécois qui mériterait un jour des hommages nationaux, des funérailles nationales, ça serait qui, selon vous? J'avoue qu'à l'heure actuelle, je pourrais pas vous répondre, puis je voudrais pas en fait vous répondre parce que ce serait un choix peut-être prématuré. Une malédiction. Oui, une malédiction. On souhaite la mort à personne. Ce que je peux répondre, c'est un peu biaisé, mais c'est que Victor Lévy-Beaulieu était peut-être l'un des écrivains qui, à mon avis, aurait fait pour qui ça s'imposait, en quelque sorte. Or, je ne veux pas dire qu'après tout, on peut très bien... son œuvre continuera à vivre sans hommage national. Ça, ce n'est pas un prérequis pour un artiste d'être honoré politiquement, puisque finalement, c'est un hommage toujours politique. Mais disons que par son vécu littéraire, l'ampleur de ce qu'il a fait en littérature, la dimension de son œuvre, il a écrit plusieurs dizaines de livres, etc., il se singularisait quand même assez nettement. Son premier livre date de 69, donc c'est quand même une œuvre de longue durée. Ah oui, puis c'est quelqu'un d'ailleurs, parce que quand M. Moreau dit qu'il c'était un vrai écrivain, c'est quelqu'un qui travaillait, qui charbonnait, qui se levait le matin à l'aube, qui se couchait après le souper. Sa vie, sa santé était en péril parce qu'il avait choisi d'écrire. Chose promise, chose due, je vous ai demandé de nous expliquer c'est quoi ça, l'effet Crémazie, parce qu'on connaît la station de métro, justement, Crémazie, ligne orange. Donc, est-ce que c'est une station de métro qui a prêté son nom à un écrivain? Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est tout simplement une anecdote que je raconte dans un livre où, quand j'enseigne la littérature québécoise, on a un cours au cégep qui est consacré à la littérature québécoise. Je commence toujours le cours en demandant donc à mes étudiants qui passent par la station Crémazie
quel est ce Crémazie, qu'est-ce que c'est, à part une station de métro. Et ma foi, personne n'a jamais été capable de me répondre. Alors, je veux pas... il n'y a pas d'obligation de connaître Octave Crémazie, mais c'est quand même un nom qui a joué un rôle important dans l'histoire de la littérature canadienne-française à l'époque, à la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc, cet héritage-là ne se transmet pas, c'est tout simplement ce que ça veut dire, ou se transmet très très peu, en fait. On connaît peut-être Néligan, et c'est à peu près le seul nom que l'on connaît parmi les écrivains de cette époque-là. C'est un poète qui s'est enfui parce qu'il avait des dettes. Exact. Il a fait faillite. Il a fait faillite, donc il est allé en exil en France. Et Vive sous un faux nom, d'ailleurs. Et je ne retrouve pas la phrase, puis je ne voudrais pas qu'il y ait un silence, mais il a dit quelque chose qui, je pense, donne un écho à notre discussion en ce moment. Il a dit un truc, il a dit, quand on est un écrivain canadien-français, on est un écrivain canadien-français. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas passer à autre chose. On ne peut pas atteindre l'universel. Avait-il raison? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question, oui. Mais je ne serais pas forcément d'accord avec lui, mais c'est aussi toute l'époque qui est la sienne, l'époque romantique, etc. Le sort de Victor Lévy-Beaulieu devant la possibilité ou non d'avoir des obsèques nationales est peut-être la preuve que Crémazie avait raison. Mais lui qui s'intéressait, par contre, à toutes sortes d'auteurs, il a écrit sur Joyce, il a écrit sur Victor Hugo, il a écrit vraiment sur des auteurs de toute nationalité, sur Melville. Donc il ouvrait la littérature québécoise sur le monde, justement. Merci, M. Moreau. Merci à vous pour votre invitation.